Savez-vous que dans la soirée d'hier, mardi 22 avril 2025, une autre attaque terroriste a eu lieu? Des terroristes auraient mené des frappes d'obus sur nos éléments dans la Pandjari, plus précisément à Tamalussi, causant des blessés dans le rang de nos hommes. Des blessés conduits à l'hôpital par hélicoptère. Personne n'en parle, comme d'habitude. Mais c'est pourtant des faits. À travers ma vidéo de ce jour, je vais vous présenter des faits cachés au grand public. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ce qu'aucun média officiel, aucun communiqué militaire, aucun ministère n'a osé dire. Ce que le gouvernement béninois cache volontairement à ses citoyens. Il s'agit d'un dossier sensible, explosif, celui des attaques terroristes dans la Pandjari. Et surtout, de tout ce qu'on vous cache derrière. Salut à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Free. Comme jusque-là, nous n'avons toujours pas un communiqué officiel de nos autorités, je viens par la présente partager les informations que moi j'ai à mon niveau avec vous. Parce que, encore une fois, je pense, et c'est ma conviction personnelle, qu'on nous doit la vérité sur ce qui s'est passé le jeudi 17 au point triple et ce qui continue de se passer jusqu'à ce jour. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, parce que vous risquez d'entendre des choses qui vont vous secouer. Lorsque j'ai repassé en boucle la vidéo postée par ces criminels qui exhibaient leur butin de guerre, c'est-à-dire le matériel militaire qu'ils ont ramassé après l'attaque de nos éléments, il y a certains détails qui m'ont troublé. Et naturellement, je me suis mis à chercher des réponses. L'un de ces détails, c'est le nombre de téléphones portables ramassés sur les lieux de combat. 113 smartphones et 13 phones simples d'après l'idiot qui faisait les points du matériel volé. Alors, l'une des questions qui me trottait dans la tête, c'était comment peut-on avoir éliminé 70 soldats et retrouver 126 téléphones sur place? Alors que nous avons riposté. Donc, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Alors, je me suis mis à creuser et j'ai finalement quelques réponses. Des réponses que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo. Car, même si ça fait mal, on doit au moins comprendre ce qui se passe pour qu'ensemble nous cherchions des solutions. Parce qu'apparemment, l'ego du chef est si grand que jusqu'à présent, il n'a pas encore eu l'humilité nécessaire pour s'adresser à son peuple. Mais au passage, pendant que nous, le bas peuple, pleurons nos frères et sœurs tombés les armes à la main au front et que certains dans la République semblent insensibles, le numéro 2 de la République, Monsieur Assemblée nationale, présente ses condoléances au pape décédé au Vatican. Je vous laisse faire votre propre opinion à ce sujet. Bref, revenez à ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire la vie de nos compatriotes qui se battent au front au péril de leur vie pour la sécurité de notre territoire. Avant tout propos, je voudrais vous dire que tout ce que vous apprendrez comme information ici, jusqu'à ce que le gouvernement ne décide de se prononcer sur ce sujet, sur ce qui s'est vraiment passé, sera considéré comme vrai. Depuis fin 2021, le Nord Bénin est sous attaque. Ce que vous entendez aux infos, 2 soldats blessés, 3 terroristes neutralisés, des mensonges, des demi-vérités, des bilans arrangés. Ce qu'on cache au grand public, c'est que le nombre de morts, surtout dans la Pandjari, est bien plus élevé que ce qu'on nous annonce. Plusieurs de nos militaires ont été tués dans le silence total. On maquille les chiffres, et pour des raisons que seul le numéro 1 du Bénin et son équipe maîtrisent. Commençons par le cas qui suscite l'émoi au sein du peuple actuellement. La mauvaise nouvelle ici, contrairement au bilan de 70 soldats que nous avons appris de ces criminels jusqu'à présent, je suis au regret de vous annoncer qu'il se peut que nos pertes aient dépassé ce chiffre. Aussi, contrairement à ce que nous avons comme information jusqu'à présent, l'attaque du jeudi s'est déroulée sur 3 fronts et non sur un seul. Et je vous explique tout. Mais revenons un peu en arrière. Après les attaques du 8 janvier 2025 au point triple, où nous avions perdu 35 soldats, les positions qui étaient tenues par 45 voire 50 soldats ont été renforcées. Donc, on est passé de 50 soldats au double au moins. Donc, lors de l'attaque du jeudi, on devrait avoir plus de 100 de nos vaillants soldats au point triple. Mais en plus de ce point triple, les criminels qui se sont subdivisés en 3 groupes étaient simultanément sur 2 autres fronts. Donc, ils étaient au point triple, ils étaient vers les chutes de Kourou situées dans le parc W, mais aussi sur la voie de la grande base militaire plus proche des lieux où ils avaient tendu une embuscade pour neutraliser toute équipe de renfort qui partirait de cette base pour voler au secours de nos éléments qui essuyaient les échanges de tirs des autres groupes terroristes. Donc, il y avait un groupe de terroristes au point triple, un autre groupe près des chutes de Kourou et le 3e groupe de terroristes avait tendu une embuscade à nos soldats sur une grande voie empêchant tout renfort de nos éléments.
Mais contrairement aux deux autres points, nos soldats qui étaient positionnés près des chutes de Koudou prenaient le dessus sur ces criminels. Ces terroristes tombaient sous les tirs de nos vaillants soldats qui ont réussi à neutraliser un bon nombre parmi eux. C'est alors qu'ils ont appelé en renfort le troisième groupe positionné sur la voie, celui-là qui a tendu une embuscade à nos soldats qui devaient venir au secours de ceux-là qui sont déjà en action. Donc ce groupe de terroristes positionnés sur la voie était obligé de désactiver l'embuscade pour venir donner un coup de main à leurs éléments qui n'en pouvaient plus. Mais malheureusement, avant de quitter leur emplacement, ils se sont assurés de neutraliser le renfort qui venait par voie terrestre. Donc déjà à cet endroit, nous avions perdu plusieurs de nos éléments. Mais alors que nos soldats qui étaient positionnés vers les chutes de Koudou pensaient déjà avoir le dessus sur l'ennemi, ils ont vu apparaître un renfort des terroristes qui s'évaluerait à 1000 hommes à peu près, d'après les estimations. Ces terroristes tiraient de partout et surtout avançaient en formation L. Ils voulaient encercler nos éléments. Ceux des nôtres qui ont compris la tactique ont aussitôt commencé à courir pour s'échapper. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas pu ont été encerclés et neutralisés. Aussi, parmi ceux qui ont couru, beaucoup ont reçu des balles dans le feu de l'action. Certains ont pu se cacher loin des ennemis et d'autres, malheureusement, sont tombés dans le fleuve. Et pour ces derniers, on ne sait pas s'ils ont survécu. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas de leurs nouvelles. Donc, si vous me suivez depuis tout à l'heure, vous comprendrez que nos pertes jusqu'à présent ne sont pas connues par la hiérarchie. C'est une attaque qui a duré et qui continue d'exister puisque cet ennemi, cette fois-ci, est assez teigneux, ne veut pas céder de la place. Il est venu, il nous a attaqués et on le fait bouter du territoire, mais il est teigneux, il reste sur place. Mais pendant ce temps, nous n'avons pas encore les éléments concrets pour pouvoir livrer l'information à la population. Nous n'avons pas encore les éléments concrets. Ce n'est qu'après toute cette opération que oui, nous pouvons dire à la population, voilà ce que nous avons pu faire et voilà ce qui se fait. Au début, il y a eu 8, mais le ratissage continue, les attaques, la contre-attaque continue, le combat continue sur le terrain. Et ce serait vous mentir que de me hasarder sur les chiffres à ce niveau-là de nos opérations. Ce n'est pas totalement actualisé. Les chiffres ne sont pas encore actualisés, donc permettez-nous encore, donnez-nous encore quelques jours pour que nous puissions voir clair dans ce qui s'est passé. Et bien, les opérations continuent sur le terrain. Puisque nous avons des portées disparues qui pourraient peut-être, si la chance est de notre côté, réapparaître d'ici là. Mais une chose est sûre, c'est que le nombre 70 risque d'être loin du compte. Maintenant, revenons au téléphone portable emporté. D'abord, sachez qu'après l'attaque du 8 janvier, il y a eu plusieurs d'autres attaques. Mais personne n'a osé en parler publiquement. Ils n'ont pas voulu que la chose se sache du grand public. Et pour ça, les supérieurs hiérarchiques ont dû punir sévèrement ceux qui évoquaient le sujet. Et c'est dans ce même cadre qu'ils ont sorti une note de service interdisant l'utilisation du téléphone portable au personnel militaire engagé au combat. Donc, une fois que vous êtes déployé au front, on vous prend votre téléphone qu'on enferme dans des caisses à munitions. Et c'est seulement après 6 voire 10 mois, c'est-à-dire le jour où vous rentrez, qu'on vous retournera votre téléphone. Donc, lorsqu'on vous envoie en mission, vous êtes coupé de la famille. Pas de nouvelles jusqu'au jour de votre départ. Bien sûr, si Dieu vous prête vie. Donc, c'est cette caisse de munitions contenant les portables que ces criminels ont emportés avec eux. Maintenant, parlons du matériel. Parce qu'une autre chose qui a attiré mon attention et qui a suscité de la curiosité en moi, c'est le type de drone que les terroristes ont exhibé dans la vidéo. Regardez un peu ces appareils. À moins que je ne me trompe, ces drones ne sont pas des drones militaires. Ce sont des drones avec lesquels on fait des vidéos. On tourne des clips. Alors j'ai voulu savoir ce qui se passe à ce niveau. Je me suis mis à creuser et j'ai eu quelques réponses que je voudrais partager avec vous. Vous vous rappelez que dans ma précédente vidéo, je posais la question de savoir pourquoi à chaque fois nous sommes victimes de l'effet surprise. Comment ça se fait qu'avec tout ce qu'on a dit, qu'on a acquis comme matériel, nous ne voyons jamais le danger venir? Et les réponses que j'ai eues m'ont glacé le sang. Mais revenons dans le contexte. D'abord, à moins que nous faisons semblant de l'ignorer, nous savons tous que nos accords militaires avec la France, desquels nous refusons de sortir, ces accords militaires, disais-je, stipulent que pour acheter n'importe quel matériel militaire, même les simples AKM, on doit soumettre la demande à la France. Et c'est elle qui juge de l'opportunité ou non.
Mieux, au cas où elle donnerait son aval, c'est elle qui l'achète pour nous. On n'a pas le droit d'aller négocier ni acheter des armes chez d'autres partenaires. Tout l'arsenal que les autres ont aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, chez nous, c'est un privilège qu'on ne peut s'offrir. Et ceci à cause de ces accords militaires avec la France. Donc, au nom de ces fameux accords, la France va nous chercher des armes dont la période d'usage est déjà passée. Des armes déjà désactivées, déclassées, et nous les ramène. Je vous explique un peu. Lorsqu'un pays fabrique des armes à l'interne, il leur donne une période d'usage à l'interne. Période pendant laquelle ces armes ne seront ni vendues à un pays tiers, ni exportées hors du territoire national. Cela peut durer 10 ans, 20 ans. C'est juste des exemples que je donne comme ça. Donc, après ces 10 années, ces armes sont déclassées et sont bonnes pour la vente. Donc, si le Bénin, mon pays, signataire de ces accords militaires, exprime le besoin de s'équiper en armes pour sa défense ou pour lutter contre les terroristes, malgré que ce soit des armes déclassées dans des pays comme la Russie, la Chine ou la Belgique, par exemple, il faut forcément passer par l'État français qui doit d'abord donner l'autorisation. Et si les petits-fils de De Gaulle qui sont au pouvoir à l'époque donnent leur aval, c'est encore à eux de décider non seulement de la quantité, mais de la période où ils vont nous les livrer. Pourtant, on est censé être un État indépendant ou souverain ou tout ce que vous voulez, comme vous les intellectuels vous aimez nous le dire. Tenez, les véhicules qu'utilise notre armée sont des véhicules dotés au préalable de détecteurs de mines antipersonnels. Des détecteurs de mines qui, déjà à une distance de 100 voire 200 mètres, signalent la présence d'une mine, ce qui donne la chance au personnel militaire à bord d'éviter de sauter sur ces mines, puisque le personnel du génie a le temps d'aller la voir et la désamorcer. Mais vu que ces véhicules sont déjà déclassés avant de venir chez nous, ces détecteurs de mines n'y sont plus. Donc, nos éléments à bord de ces véhicules avancent à l'aveuglette. C'est la même chose avec les hélicoptères. On nous envoie des trucs déclassés, pourris, qui sont dépourvus de lance-missiles. Le personnel du génie civil passe une couche de peinture là-dessus hors caméra et voilà, nous avons un hélicoptère. Et on les pilote sur les positions. Voilà les tokumbos qu'on achète avec l'argent du contribuable béninois. Des achuta pour emprunter le vocable du marché Misebo. Bref, revenons à nos drones, nos fameux drones. Nous n'avons pas de drones militaires, mais des drones de reportage qui n'ont même pas une grande portée. Si c'est trop, c'est 1 km et vous perdez contact avec votre drone. Les drones que nos éléments utilisent au front là-bas, ces drones qui sont censés être les yeux artificiels de nos soldats pour permettre de repérer et de mieux surveiller les mouvements de l'ennemi de loin, de voir la progression des terroristes à une longue distance, ces drones-là, à une certaine hauteur, à moins d'1 kilomètre, perdent le réseau et tombent. Comme vous pouvez les voir dans les vidéos, non seulement ils ne peuvent pas porter des charges comme des missiles pour foudroyer l'ennemi, ils n'ont pas non plus une grande portée. Et lorsque vous les envoyez en altitude, lorsque vous vous déplacez avec ces drones dans des zones de haute montagne, vous risquez de les perdre. Donc nos soldats au front n'ont pas un matériel qui leur permet de surprendre l'ennemi et de l'assommer dans sa tanière. Nous avons besoin de moyens. Nous avons besoin de moyens et nous, le pays est en train de se doter d'un certain nombre de moyens déjà, puisque en 2023, nous avons quand même eu beaucoup de moyens aériens. Nous avons besoin de beaucoup plus de moyens. Et ça se fait, et les autorités sont en train de se mettre en œuvre pour pouvoir nous offrir ces moyens, pour pouvoir anticiper sur les actions, puisque la lutte contre un ennemi terroriste, ce n'est pas une lutte en réaction. C'est une lutte anticipative. Il faut qu'on anticipe sur les actions de l'ennemi. On recueille le renseignement d'origine humaine, d'origine image et d'origine des signaux. Nous avons besoin de ce type de renseignement pour pouvoir anticiper sur l'action de l'ennemi. Alors qu'en matière de guerre, l'effet surprise est une arme fatale. C'est l'effet surprise qui est là de la guerre, la tactique de la guerre. Pour mieux comprendre ceci, il y a un mois de cela, des soldats russes ont lancé une attaque surprise à course en passant par des tuyaux, dans un gazoduc. Des soldats russes accroupis qui avancent péniblement et dans l'obscurité à l'intérieur d'un gazoduc sur près de 12 km. C'est ce que montreraient ces images, relayées notamment par des comptes Telegram pro-russes.
Труба куда ведет? На суджу нахуй. Это же ёбнуться. Никогда бы не подумал. 12 километров по трубе, сука, воду несу. Et c'est évidemment cette attaque surprise qui leur a permis de détruire la poche de résistance de Koursk. Donc l'effet surprise est très efficace dans une guerre puisque votre ennemi s'y attend le moins. Alors, imaginez que nos éléments avaient ces drones turcs que les autres utilisent, qui sont comme des chasseurs. Regardez un peu comment ces drones fonctionnent. Les combattants du ciel sont alertés d'une attaque contre nos forces à Kyogo-Kandara dans le centre-est. Immédiatement, ils arrivent dans la zone et voient les criminels en fuite vers l'est. Sentant le danger du ciel planer, ils décident de se dissimuler dans un verger espérant échapper aux vues aériennes. Peine perdue, la manœuvre est suivie de près par les combattants du ciel. L'attaque du verger est enclenchée immédiatement. De puissants missiles vont s'abattre dans le verger et on peut observer quelques rescapés tentant de s'échapper. On peut observer ce groupe avec un criminel portant une 12-7 mm sur sa moto. Il est immédiatement frappé avec ses camarades à la lisière de la forêt. Un autre groupe qui a préféré la fuite à pied qu'à moto est immédiatement verrouillé et frappé efficacement. Quelques criminels qui s'étaient camouflés dans la zone décident de fuir à l'approche de nos forces combattantes. Ils sont immédiatement verrouillés par les vecteurs aériens et frappés efficacement. Les vecteurs aériens localisent l'ennemi, le verrouillent et frappent. Et les éléments qui sont au sol s'occupent des survivants et finissent le job en bas. Mais non, on n'a rien de la sorte. Par respect pour nos soldats, je ne vais pas appeler les nôtres des jouets. Donc en résumé, sur les matériels, nous sommes trop en retard. Nous avons besoin d'une mise à jour. Et je ne pense pas qu'avec ces accords militaires avec la France, nous pouvons y arriver. Car nous combattons un ennemi qui est mieux équipé. Même les casques de nos soldats ne peuvent résister aux impacts de balles. Les gilets pare-balles sont si lourds qu'ils ralentissent la vitesse de nos soldats lorsqu'ils sont en déplacement. Je ne parlerai pas de ces fusils vétustes, car vous les avez aussi vus comme moi dans la vidéo des terroristes. Voilà les vieux trucs que nous utilisons contre les groupes lourdement armés et entraînés. Et pourtant, on leur demande de se battre, de mourir, sans rien dire, sans poser de questions. Ce qu'on vous cache, c'est qu'une bonne partie de l'équipement militaire béninois vient de la France à travers des accords flous, jamais publiés en détail. Et malheureusement, ce sont nos jeunes soldats qui paient le prix. Maintenant, je vais aborder la troisième partie de cette vidéo, celle liée au renseignement. Mais avant de continuer, je voudrais profiter de cette occasion pour dire merci à mes abonnés, à vous qui prenez du plaisir à me suivre, même si vous ne partagez pas mes analyses. Vous qui likez mes vidéos et qui partagez vos points de vue avec moi dans les commentaires. Mais je voudrais particulièrement remercier cet abonné du nom de Viinou qui a supporté la chaîne Achille Free suite à ma précédente vidéo sur l'attaque de nos soldats. Il a fait un don de 10 $ pour supporter la chaîne. Cela pourra évidemment servir à acheter des forfaits Internet pour poster mes vidéos. Donc, merci beaucoup. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient faire de même, c'est simple. Cliquez juste sur le bouton « Rejoindre » qui se trouve juste à côté de ma photo de profil. Et vous remplissez les infos et paf, c'est fait. Merci d'avance. Maintenant, revenons sur notre sujet. Si on vous explique le renseignement militaire béninois et vous avez compris, c'est que la personne n'a pas bien expliqué. Un élément clé dont les combattants ont besoin pour mener et réussir une opération qui est basée sur l'effet surprise, c'est le renseignement. Le renseignement doit être au top. Les terroristes, pour ne pas dire ces mercenaires qui nous attaquent et qui causent des morts dans nos rangs, dans le rang de nos soldats, ont des renseignements. Non seulement ils ont des renseignements de leurs maîtres, mais ce sont des personnes qui infiltrent la population et prennent des renseignements sur nos militaires. Mieux, selon certains témoignages, après certaines opérations menées par nos forces de l'ordre, il s'est avéré que des personnes qui les côtoyaient, qui leur donnaient même le courage au front, se sont révélées des terroristes. Puisque notre politique brutale a fait que la population voit désormais nos forces de l'ordre comme des ennemis. Donc même lorsque vous avez des informations qui peuvent être utiles à l'armée, à la police, vous n'osez pas vous rendre dans un commissariat.
puisque vous avez peur qu'en vous rendant là-bas, nos policiers qui depuis quelques années sont passés experts dans des bavures parce que vous portez peut-être des piercings ou bien des tatouages ou bien même des dreadlocks, vous suspectent de gaiman, c'est-à-dire de cybercriminel. Ils demandent à fouiller votre téléphone et vous subissez des bêtises du genre. Donc du coup, même lorsque le citoyen remarque des activités suspectes d'individus étrangers à leur communauté, il préfère se mêler de leurs affaires au lieu d'alerter nos forces de l'ordre. Alors, revenons aux renseignements. Ici, je vais faire des révélations troublantes qui vont choquer certains. Mais encore une fois, on doit la vérité à ce peuple. Lorsque dans une guerre, vous n'avez pas de renseignements ou que vous n'avez pas de bons renseignements, quelle qu'en soit la qualité de votre équipement, vous avez déjà perdu la bataille à moitié. Puisque, encore une fois, vous avancez à l'aveuglette. Pour preuve, lorsque Zelensky a voulu jouer au dur avec Donald Trump en refusant de signer les accords de paix qui lui étaient imposés, les États-Unis de Trump ont coupé la communication. Plus de renseignements. Conséquence, Zelensky n'a pas tenu plus de 3 jours pour revenir sur la table de négociation. Donc, 2 choses très importantes lorsque vous êtes en guerre. Le renseignement. 2, le bon renseignement. Je vais m'expliquer sur la raison pour laquelle j'insiste sur le bon renseignement. Mais d'abord, rappelons-nous du TOFA 2025. Cette consultation divinatoire qui s'est déroulée le 10 janvier lors des Vodou Days et qui avait révélé le signe Fuyeku ou au fond Yeku en Yoruba. Ce signe du phare qui a conduit certains prêtres à des interprétations ambiguës dans le but de susciter un 3e mandat pour Patrice Talon. Heureusement que certains étaient en éveil dans la République. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Voilà. Rappelez-vous de ce que disait le phare. Le phare disait entre autres « Mimaibaro Zodonho, Fuemekude », ce qui a été interprété par la majorité des Bokono comme étant une trahison de l'intérieur. Quelqu'un serait à l'intérieur du Bénin et serait en connivence avec les criminels, leur filant des informations. Rassurez-vous, je ne sais pas qui c'est, mais des événements bizarres se sont déroulés sur le terrain, confirmant cet état de choses. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Achille Frey. Bienvenue dans la deuxième partie de ma vidéo sur les vérités cachées derrière ces horreurs que nous subissons dernièrement avec la mort de nos soldats. Nos héros que les mercenaires à la solde de l'impérialisme tuent dans un silence criminel des décideurs de cette terre de Dadak Béhanzin. Merci déjà pour tous les commentaires déposés sur la première partie. Merci surtout pour les prières de protection. Merci pour les dons. Que Dieu vous bénisse. Revenons à notre sujet. Je disais dans la première partie qu'il fallait revenir sur un pan de l'interprétation du signe de la consultation de TOFA 2025. Rappelez-vous que le phare disait entre autres « Mimaibaro Zodonho, Fuemekude », ce qui signifiait tout simplement que nous avons des traîtres parmi nous. Quelqu'un serait à l'intérieur du Bénin et serait en connivence avec ces criminels, leur filant des informations. Comme promis dans la première partie, je vais vous narrer certains faits bizarres qui se sont déroulés et qui, à mon humble avis, semblent donner raison au phare. Tenez, en 2022, après les attaques terroristes que les nôtres ont subies, le promoteur du parc national de la Pandjari, le fameux African Park, je dis fameux parce qu'il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais j'y reviendrai. Donc ces blancs à qui on a confié nos parcs sous prétexte que nous sommes un désert de compétences et que nos agents des eaux et forêts n'ont pas la compétence nécessaire pour gérer ce parc, ces blancs, disais-je, dans leur générosité, ont offert à notre armée nationale des véhicules dans le but, selon eux, de soutenir nos soldats dans la lutte contre le terrorisme. Alors, naturellement, nos braves soldats se sont sentis désormais aguerris pour aller traquer les criminels dans leur cachette. Plus question d'attendre, d'être dans la réactivité. Désormais, il fallait attaquer. Mais chose bizarre, chaque fois qu'ils ont des renseignements de Cotonou sur la position des terroristes et qu'ils se mettent en route pour aller les surprendre, ils sont confrontés à 2 cas de figure. Dans le premier cas de figure, chaque fois que nos éléments arrivaient sur le lieu indiqué, il n'y a personne. Mais des traces montrent qu'effectivement des terroristes étaient présents et qu'ils viennent à peine de bouger. Donc ces mercenaires étaient informés par qui on ne sait. Donc toutes les opérations menées dans la période ont été un fiasco. Puisqu'à chaque fois, ces criminels avaient l'information. Ils savaient que nos soldats arrivaient. Alors, ils changeaient de lieu. Mais un jour, un des chefs qui menait nos équipes a mis en place une stratégie. Donc il a dit, pour bouger prochainement, on dépose tous les véhicules. Voici la stratégie qu'il a mise en place. Si la position des terroristes signalée par les renseignements se trouve à l'ouest, ce chef et son équipe prennent la direction de l'est avec les véhicules.
c'est-à-dire le côté opposé. Et une fois qu'ils se sont éloignés, ils garaient les véhicules là-bas et descendaient à pied à l'ouest sur la position donnée par les renseignements. C'est-à-dire qu'ils vont dans un sens avec les véhicules, ils les garent et à pied, ils faisaient un demi-tour et progressaient vers l'ouest. Et c'est comme ça qu'ils arrivaient à mettre la main sur ces criminels. Ils arrivaient à cette époque-là à les traquer comme des rats. Mais selon vous, qu'est-ce que le chef avait compris? En réalité, les véhicules que nos généreux donateurs nous avaient offerts sont équipés d'un système de GPS. Donc vous comprenez un peu, le donateur pouvait tracer nos véhicules, pouvait tracer les mouvements de nos soldats. Mais est-ce lui qui informait ces terroristes des mouvements de nos éléments? Je ne saurais le dire à l'instant. Mais voilà les faits. Tirez-en vos conclusions. Mais après une période, vu les pertes dans le rang des criminels, ils ont aussi naturellement changé de méthode. Et c'est justement ici que je veux que vous vous rappelez de ce que je disais plus haut. Une chose est d'avoir le renseignement, l'autre est d'avoir le bon renseignement. Alors, passons au deuxième cas de figure. Dans le deuxième cas de figure, Cotonou envoie le renseignement. Si je dis Cotonou, je parle du haut commandement de l'armée pour informer les soldats au front sur une situation en leur communiquant des coordonnées des terroristes. Mais lorsque nos soldats se rendaient sur ces positions indiquées, ils tombent dans un guet-apens. Ils se rendent compte trop tard que c'est un piège, une embuscade. Et malheureusement, nous perdons des soldats comme ça. Alors ici, ma question est la suivante. Est-ce les mêmes qui donnent les coordonnées à nos soldats les attiraient consciemment dans un piège? Je ne saurais le dire. C'est pourquoi j'ai pris le soin de répéter les propos des Bokono, qui disaient que quelqu'un à l'intérieur filait des informations aux terroristes. Donc ce ne sont pas mes propos. Ce sont les propos des Bokono. Cela me rappelle les propos de ma mère qui disait Babalawo yoshogwa kufayan, ona loshogwa rina kofadiye. Et en langue fongbe, on dira Babalawo deblo fifobonu kakalakao. Et dopono gemblo yolosien de nous koklo. Je ne vais pas traduire cela en français. Mais lorsque nos éléments au front ont compris, ils ont changé de stratégie. Désormais, quand leur hiérarchie depuis Cotonou leur donne des coordonnées, ils s'y rendent, mais s'arrêtent à 500 voire 800 mètres du point indiqué. Ils restent cachés là, restent tranquilles, surveillant les mouvements. Et après une heure d'attente, quand les terroristes attendent et ne leur va pas arriver, ils démarrent leur moto et s'en vont. Parfois même, on demande à nos soldats d'aller là-bas sans les prévenir qu'il y a des terroristes. Donc, certains traîtres de la République filent des renseignements aux terroristes sur les déplacements de nos soldats et ces derniers tombent dans des guet-apens, des embuscades et se font arroser. Maintenant, revenons à nos packs. Le pack de la Pandjari et le pack W. Mais d'abord, je voudrais vous dire qu'au lieu de jouer aux supporters aveugles en rejetant en bloc les accusations des militaires des pays voisins, comme ma maman me l'a toujours dit, même le fou parfois peut faire preuve de raison. Donc, un sage ne rejette pas tout ce qu'il entend du fou. Alors, si nous pouvons mettre nos émotions maladives de côté et réécouter les déclarations, les accusations de ces présidents dont je préfère taire le nom ici, parce qu'apparemment, entendre leur nom donne de l'allergie à certains dans la République, je pense que vous aurez des réponses à plusieurs questions. Mais moi, je ne ferai aucun commentaire à ce sujet-là. Encore une fois, je suis béninois. Je ne veux pas changer de nationalité. Béninois et fier. Mais ceci dit, je vais vous présenter des faits et vous allez en juger vous-même. Mais ne vous fâchez pas, il y a des choses que je serai obligé de dire dans ma langue. Alors, revenons sur la genèse du terrorisme au Bénin. Parce que comme le dit l'adage populaire, ce n'est pas là où on est tombé qu'on regarde, mais là où on a trébuché. Donc si nous pouvons faire l'effort de mettre l'hypocrisie qui nous caractérise de côté, ces gens-là, il y a très longtemps qu'ils étaient parmi nous. Et beaucoup de nos gens étaient au courant. Mais quand on gagne dans même monde, quand on est dans mime, bon, nous comptons mitons les tons. Si tu gagnes, mais comme je l'ai présenté dans l'une de mes vidéos réalisées après l'attaque de Tizawaten au Mali, lorsque la case de ton voisin brûle et que tu te dis que ce n'est pas ton problème, que cela ne te regarde pas, si jamais par malheur pour toi le vent soulève les flammes de là-bas et que ta toiture aussi prend feu, c'est là que tu vas comprendre. Aujourd'hui, j'entends beaucoup dire, c'est de là-bas que viennent les terroristes. Ah oui, oui. Yémen, oui, oui. Lorsque nos pays frères, le Burkina Faso, le Niger, subissaient des attaques de ces terroristes, nous voyions ces criminels, mais nous ne réagissions pas. Ces gens disaient qu'ils n'ont rien contre le Bénin. Puisque selon leur dit à l'époque, le Bénin serait un pays de paix. Donc, ils n'ont aucun conflit avec le Bénin.
Aucun de nos dirigeants qui étaient au courant de ces agissements n'a réagi en son temps. Mieux, des soi-disant autorités de la zone à l'époque profitaient largement de la présence de ces criminels parmi nous, puisque cela faisait prospérer leurs affaires. Nous savons tous que ces mercenaires sont bien payés, bien financés par leurs maîtres. Mais vu qu'ils sont dans la brousse pour dépenser leur argent, ce n'est quand même pas avec les animaux qui sont dans la brousse qu'ils vont dépenser l'argent. Donc, pour se distraire, ces divorcés sociaux descendaient dans la population. Si vous pouvez mener votre petite enquête, des agents de force de l'ordre qui ont eu la chance d'arrêter l'un parmi eux peuvent témoigner que leurs motos sont remplies de liasses de CFA. Mais nous comptons mettons les yo hungbedoutin do zone de yo do kwalu ome. Bon village do fine bon meleno wa bon wa du gbedu fio. Bon me do vimiton les rouegbe yo. Fine we no yi bon du gbedi. Fide beninois no na me chakiro kode yo. Mais ne leo yo no na vimiton les 50 000. Bon me do gbedoutin ne yo. Ele yi village gona do business tondo edo nu kon yiwe bro pi prospérer we le biwe sin do mere vous sing beme ado munyan sin de le de bo mi blo egbedi mi do mejo me wa. Cet ancien ministre de la République ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant des activités de ces criminels, de ces mercenaires là. Je dis bien à l'époque. Et l'autre là, l'autre qui a toujours des dossiers sur tout le monde et qui est toujours prêt à vous exposer si vous attaquez à son chef, lui non plus ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant de ses agissements. On se polo memelo to me wetuno me nyanya mon quand on les nous bible wato daka khoto même quand on les yedomi me bon minabe. Je ne sais pas qui est ce sachant, ce génie qui a déclaré que l'armée devrait être une grande muette. Puisque si ce n'est pas à cause de cette bêtise qui consiste à garder le silence dans l'armée, croyez-moi, ce truc aurait pété depuis. Il y a très longtemps que ça allait péter. Bref, mais il y a quand même élève. Yekodo mime, yekodo ko mikpo, si yaiboni weno. Mais comme il ne nous disait rien, alors nous avons baigné dans notre hypocrisie pendant tout ce temps. Mais comme le dit l'adage populaire Yoruba, il est tibantoro, omo le beni oti dagba. Donc si dans une maison règne tout le temps le calme, c'est que l'enfant bata qui y vit n'a pas encore grandi. Ça c'est la signification littérale. Aussi, quelle qu'en soit la façon dont vous allez bien prendre soin d'un lionceau que vous aviez adopté, un jour son instinct animal fera surface. Mais vous imaginez un militaire qui a été formé pour défendre la sécurité de sa patrie, un homme en âme qui doit cohabiter avec des délinquants aussi armés et faire semblant comme si tout allait bien parce que ses supérieurs le veulent ainsi? Vous êtes d'accord avec moi qu'une telle cohabitation ne saurait durer éternellement? À l'arrivée du président Patrice Talon, lui qui avait donné tellement d'espoir aux Béninois, un homme qui aimait avoir le contrôle sur tout, certains parmi nos forces de l'ordre ont tout rêvé en pensant qu'ils n'allaient pas tolérer cette cohabitation. Mais on dirait que ceux qui financent cette racaille sont plus puissants que lui, Patrice Talon. Puisque je ne sais pas si c'est les consignes qu'il a reçues de ses maîtres ou bien si c'est pour éviter un éventuel clash. En tout cas, il a entamé des réformes qui vont conduire à l'éloignement du personnel des agents des eaux et forêts qui, peut-être trop fidèles à leur patrie, finiront par clasher ces criminels. Il fallait réduire leur intervention dans nos parcs. C'est ainsi que nos parcs ont été confiés à un promoteur privé, le fameux African Park, puisque c'est précisément là que tout se joue. Ce n'est pas pour rien qu'on a aménagé des pistes là-bas pour faciliter les activités que je me réserve de qualifier de clandestines, puisque je ne pense pas que la douane béninoise contrôle les avions et les hélicoptères qui s'y posent. Aucun service d'immigration, à ma connaissance, n'est installé là-bas pour contrôler les visas des soi-disant touristes qui n'utilisent pas l'aéroport officiel du Bénin, qui est l'aéroport de Kadiaon. Comme le disent mes frères ivoiriens, les politiciens ne règlent pas les problèmes, ils ne font que les déplacer. En mai 2019, 2 touristes français ont été enlevés et leur guide, le béninois Fiak Bedji, a été tué dans le parc. Les 2 Français ont été libérés 10 jours plus tard après négociation. Ce fut l'acte 1 de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais une question que beaucoup d'entre nous ne s'étaient pas posée à l'époque des faits, c'est pourquoi seul le béninois a été tué et qui a mené les négociations qui ont abouti à la libération des otages. Ces négociations ont été menées avec qui? Je vous laisse méditer là-dessus. Mais comme certains dans la République sont patriotes jusqu'aux os, un capitaine était monté au créneau pour dénoncer partiellement, je dis bien partiellement, ce qui se tramait là-bas. Nous parlions, n'est-ce pas, du retrait des agents des eaux et forêts du parc W, du parc Pendjari. Quelles peuvent être ses conséquences? En réalité,
c'est un réseau de mafia qui s'installe. Est-ce que vous pesez les mots que vous utilisez? La convention de siège, l'accord de siège à l'ONG internationale, là, dedans, c'est dit qu'on n'a pas le droit de perquisition au niveau de la siège. Une ONG, ce n'est pas une ambassade. On n'a pas le droit de perquisition là-bas. Deuxièmement, ils ne veulent même plus voir un seul forestier autour du parc Peñari. Ils sont en train de diriger dans ce parc-là un aérodrome sans étude d'impact environnemental. Mais au cœur du centre. On n'a même pas fait une étude de référence. Aujourd'hui, là, quelle est la référence lorsqu'on remettait ces ressources-là à l'APN pour qu'un an, 2 ans, 3 ans après, à l'évaluation, qu'on puisse sentir l'aménagement? Il n'y a aucune étude. On a posé la question, on a dit ils feront ça en mars prochain. Alors, lorsque les forestiers ne sont pas là, et là, ce n'est même pas à négocier, hein, parce que le chef de l'État est garant de l'application des tests. Les tests nous donnent le droit d'application. Nous sommes en train de nous préparer pour mettre un conservateur avec une petite équipe de veille. Parce que ça donne l'impression que ce qui s'est passé dans ces réserves-là, il y a un certain nombre d'années, c'est ça qui se prépare. Ils vont venir capturer nos animaux pour aller alimenter les marchés des amis à l'extérieur. Nous mettrons en place un dispositif, bien entendu, après avoir informé le chef d'état-major général et le directeur du cabinet militaire, parce que nous allons nous préparer pour mettre hors d'état de nuit et les matériels de transport et les hommes qui se livrent à ces actes de capture de nos animaux-là. Parce que on dit on ne veut plus du tout de forestier, que c'est une ingérence. Lorsque quelqu'un à qui j'ai loué une partie de ma maison me voit et me dit que je suis venu s'ingérer dans la gestion, non quand même. On est où là? Voilà. Je ne comprends rien. Je dis que tous les tests qui sont signés, tous les actes qui sont pris pour cette délégation de gestion là sont contraires à plusieurs lois. Mais ils foncent. Mais je leur dis, vous avez quand même des voies de recours. Ils sont en train de foncer dans un nid d'abeilles. Est-ce que vous êtes recouru, puisque aujourd'hui, en matière de tests, lorsqu'il y a problème, il y a quand même la Cour constitutionnelle qui nous permet de savoir s'il y a violation des tests et qui oblige les gens à revenir donc, sur les décisions. Est-ce que vous avez des voies de recours? Les voies de recours qui s'offrent, nous allons les emprunter, mais le chef de l'État étant garant de l'application des tests, si nous avons une loi qui nous donne des prérogatives, un décret ne va pas nous empêcher d'aller à l'application de la loi. Nous sommes une force armée, nous savons ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Donc, il n'y a pas de problème. S'il faut aller même, le ministre a pris un arrêté et on devrait même déférer ça devant les instances. Heureusement que finalement, lui-même, s'est rendu compte qu'il était majoré. Donc, moi, je voudrais dire ici, parce que au niveau de notre ministère, si c'est comme ça que ça se passe dans les autres ministères, cela veut dire que les PTA qui sont exécutés à 5%, 10%, 30% là, c'est le reflet de ce que le gouvernement fait aujourd'hui. Nous n'allons pas atteindre un bon taux d'exécution dans ces conditions-là. Si les cadres qui sont là, si le chef d'État veut vraiment que les choses changent, j'appelle et lui-même et tous ses amis qui sont autour de lui, à la présidence de la République, à aller vite à une réforme fondamentale. À faire appel à la candidature pour positionner les hauts cadres, les hauts fonctionnaires de l'État. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que mes généraux très, très compétents soient là et qu'on ait positionné un cadre A1-2 comme secrétaire général dans un ministère. Si le président ne va pas à cette réforme fondamentale-là, je tirerai la conclusion suivante. Mais au lieu de l'écouter à l'époque, de chercher à savoir de quoi il parlait exactement, nous avions soutenu sa radiation de l'armée avec notre silence coupable. Combien de nos animaux n'ont pas sorti clandestinement du pays sous prétexte qu'ils sont malades et qu'il fallait aller les soigner en Europe? Des animaux dont certains ont vu le départ, mais jamais l'arrivée. Puisque, comme l'expliquait ce capitaine dans la vidéo, le parc était devenu comme une ambassade. Le promoteur en avait fait ce qu'il veut et limite l'accès à tout contrôle étranger. Pourtant,
personne ne nous a jamais dit qu'on a vendu cette partie du Bénin à African Pack. Bref, revenons à ce que je disais il y a un moment. Ces terroristes ont commencé par intimider nos forestiers. Vu que la situation risque de s'exploser un jour, nos forestiers ont demandé un renforcement de leur effectif afin d'être à la hauteur de la menace qui se préparait. Mais comme il fallait serrer les ceintures et limiter les dépenses de l'État, on a plutôt opté pour un recrutement privé sous la direction désormais du tout-puissant African Pack. Ce personnel recruté a été formé par nos forestiers et a pris la dénomination de Rangers. Ces Rangers maîtrisaient très bien la zone parce que ce sont des autochtones. Mais le fait que désormais il y a plus d'hommes en armes dans le parc, mais il y a qu'un élément de A et au fil tranquillité et méthode menacée. Mais entre-temps, nos agents des eaux et forêts ont continué par réclamer plus d'effectifs. Alors le gouvernement a envoyé un supplétif de militaires dans le parc en vue de renforcer les forestiers. Et ainsi arriva ce qu'ils évitaient au départ. Puisque naturellement, on ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Un clash a eu lieu entre certains militaires et c'est hors-la-loi tapis dans nos parcs. Nos soldats savaient qu'ils allaient se venger. Et pour se venger, ils ont mené une attaque. Alors que les nôtres s'attendaient à ce que ces criminels attaquent du côté du parc W, ils ont été pris au dépourvu, puisque c'est à l'ouest, dans le parc de la Pandjari, que l'attaque a eu lieu. Ce fut le début des hostilités entre nos forces de la défense nationale et ces terroristes. Les attaques se sont entre-temps multipliées. Mais le Bénin avait une occasion rêvée d'éradiquer ce mal. Au moment où nos deux pays frères, le Burkina et le Niger, ont commencé par les allumer de l'autre côté, le Bénin devrait s'associer à eux et les allumer ici aussi. Mais au lieu de cela, on s'est dit que nous, on protège déjà notre territoire et qu'ils ne reviendront pas ici. Mais nous avons oublié que ces gens-là maîtrisent mieux nos forêts plus que nos soldats. Donc finalement, on les non. Nous jouons pas. Combien de nos soldats allaient dans ces forêts? Combien de nos soldats allaient dans ces bourses? Il y a tout à Yéoumi. Il y a tout zoukan lila ali gondon zoukan olé mais il y a tout. Voilà. Je vous ai présenté les faits. Maintenant, que faire pour sortir de ce merdier dans lequel notre lacisme, notre subordination à l'impérialisme et notre cupidité nous ont plongés? Qui pour nous sortir de là? Quelles sont ces personnes replacées dans la République dont le FA parlait et qui sont en connivence avec ces criminels, peut-être pour des raisons financières, je ne sais pas? Qui sont ces personnes qui livrent nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos parents à ces criminels? Qui sont ceux-là qui contribuent à la mort des nôtres? Le silence au sommet de l'État, est-ce un aveu d'échec? Chère Première Dame, Madame Talon, chère Vice-Présidente de la République, Madame Talata, quel type de mère regarde ses enfants mourir sous ses yeux sans réagir? N'aviez-vous pas vu les images, n'aviez-vous pas vu les vidéos de nos soldats qui sont tombés, de ces enfants qui sont morts? Quel type de mère garde le silence face à une horreur pareille? Quand allons-nous comprendre que ce n'est pas en jouant au demi-dieu, en brutalisant les citoyens qu'on va réussir un développement, si développement il y a? Le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, avait ses enfants dans l'armée. Idem pour le président Soglo. Est-ce la raison pour laquelle, en leur temps, les choses étaient mieux gérées dans l'armée? Lorsqu'on a passé son temps à vouloir convaincre les incrédules de la République que notre passé était honteux et qu'on s'est évertué à détruire les patrimoines mémoriels comme l'hôtel Pelé Maledjo, on doit tout faire pour ne pas laisser un chaos derrière soi. Aujourd'hui, on se lance dans la guerre des chiffres. De 8, on est passé à 54. Et on trouve que ce n'est pas si alarmant que les 110. Regardez un peu la douleur de ce monsieur sur le plateau. Et les autorités sont en train de se mettre en œuvre pour pouvoir nous offrir ces moyens, pour pouvoir anticiper sur les actions. Puisque la lutte contre un ennemi terroriste, ce n'est pas une lutte en réaction. C'est une lutte anticipative. Il faut qu'on anticipe sur les actions de l'ennemi. On recueille le renseignement d'origine humaine, d'origine image et d'origine des signaux. Nous avons besoin de ce type de renseignements pour pouvoir anticiper sur l'action de l'ennemi. Même un aveugle pouvait voir qu'il souffre à l'intérieur. Mais l'obligation de réserve l'empêche de dire ce qu'il ressent. Chers amis, nous voici à la croisée des chemins. Aucun développement ne mérite un si gros sacrifice. S'il vous plaît, ouvrons le débat. Que chacun apporte ses idées à la table. Puisqu'au sommet, on refuse de s'asseoir avec les autres parce qu'on croit détenir tout seul la science infuse, nous qui sommes en bas ici, malgré qu'ils nous empêchent de nous rassembler,
trouvons le moyen de nous asseoir et de proposer des pistes de solutions pour sortir de ce merdier. Je suis fatigué de voir les miens tomber tels des chiens. Je refuse de croire que dans le pays, il n'y a pas de tête pensante. Je refuse de croire que dans ce pays de Béhanzin, de Kaba, de Kérékou, il n'y ait plus un patriote vrai. Merci de m'avoir suivi. C'est ainsi que je m'arrête. À bientôt. Bye.